Ok. La nature est-elle en meilleure santé quand l'homme est confiné? Alors, effectivement, on a l'impression que la nature se porte un peu mieux là depuis le début du confinement, et notamment elle est plus visible. Et on a tous entendu ou vu des images assez spectaculaires de faune sauvage qui se retrouvent en ville. J'ai en mémoire des combats d'aigles royaux dans la rue, les dauphins dans les ports, des loups sur les pistes de ski, des pumas en ville. Et ça paraît un peu lointain, mais on a même chacun des petites expériences du quotidien hein, avec de la biodiversité plus proche. Moi, par exemple, pendant le confinement, j'ai vu un épervier attaquer un merle dans le jardin du voisin. J'ai pu observer enfin le coucou au fond du jardin. Ça donne vraiment l'impression qu'on voit mieux les choses. Pour un scientifique, ça pose une vraie question, c'est est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est subjectif, quoi. Donc, on peut penser qu'il y a une forme de biais de perception parce que on est plus libre, hein, on est peut-être plus attentif à ce qui se passe autour de nous, et donc peut-être que tout simplement on entend mieux, ou on voit mieux les choses parce qu'on passe plus de temps à entendre, ou on est simplement plus attentif. Donc ça voudrait dire qu'au final rien n'a changé, sauf notre perception. Il y a un autre élément qui pourrait penser que c'est assez subjectif, c'est que peut-être tout simplement on a envie d'y croire, hein. C'est une idée sympa de se dire ah ben voilà, vous voyez, la nature elle est pas loin, elle est là, il suffit de s'arrêter un petit peu puis elle réapparaît. Et puis après quand même on a quelques éléments qui sont plus objectifs et qui laissent penser qu'il se passe effectivement quelque chose. Par exemple, clairement, le bruit en ville est moindre. Et c'est pour ça peut-être qu'on entend plus les oiseaux, par exemple. Il aurait été observé aussi que les oiseaux qui luttent contre le bruit pour communiquer habituellement, en chantant des fréquences plus élevées, plus aiguës, le font pas en ce moment. Ils chantent un peu moins aigus que d'habitude. Clairement, on sait que la pollution atmosphérique est moindre dans les particules dégagées dans l'atmosphère était réduite. Attention, ça c'est différent de la pollution en gaz à effet de serre, hein, qui là change pas comme ça sur des temps aussi courts. Et puis, on peut penser que globalement, la réduction des activités limite à court terme au moins l'impact sur les animaux. Pensez par exemple au trafic routier et puis aux impacts sur les animaux qui seraient percutés et qui mourraient sur les bords de route. Il y en a probablement moins en ce moment. Et donc tout ça, on peut espérer que ça ait un impact positif sur les espèces qui nous entourent, sur la biodiversité, au moins à court terme. Par exemple, si c'est la période de reproduction ou la période de migration pour certaines espèces, probablement que ça se passera mieux pour elles cette année qu'habituellement. Seulement, le risque, c'est que ce soit temporaire et que ce soit qu'une petite fenêtre qui permette pas d'aller contre des tendances plus générales. Chez beaucoup d'espèces, il y a une tendance générale au déclin démographique, hein, à la réduction du nombre d'individus dans chacune des espèces. Ça, c'est lié à plusieurs effets, et notamment au fait que les surfaces habitables par ces espèces sont réduites. Et ça va pas changer. En fait, on pourrait même avoir la perception inverse, hein, de se dire, si on voit plus un certain nombre d'espèces actuellement dans nos environnements urbains ou anthropisés, comme on dit, c'est-à-dire modifiés par l'homme à nous, c'est précisément parce que leurs environnements naturels sont réduits et qu'elles n'y ont plus beaucoup de place. Et dès que l'occasion se présente, elles viennent coloniser nos espaces à nous, à condition qu'on y soit plus, plus si présent que ça. Parce que quand on y est présent, on est perçu comme des menaces en général, donc on est évité. Et donc, si on essaie de conclure, il y a un peu de mieux. Il y a comme s'il y avait une forme de liberté retrouvée là, mais probablement que c'est ce qu'on pourrait dire un épiphénomène, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez superficiel ou temporaire et qui ne sera pas suffisant pour aller contre les grandes tendances qui se dessinent depuis des décennies sur ce qu'on appelle le changement global et les impacts des activités anthropiques sur la nature. Donc, effectivement, actuellement, il y a des choses exceptionnelles. Et j'espère qu'au moins, ça permettra un certain nombre de se dire, mais habituellement, il se passe quoi? Bah, habituellement, toutes ces bêtes-là, elles se planquent parce qu'elles ont plus de place, quoi. Et donc peut-être que ça peut faire réfléchir. Peut-il y avoir dans le futur des avantages écologiques positifs à la suite de cette crise? D'abord, il faut comprendre un peu comment on arrive à la situation actuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait changer dans le futur par rapport à ce qui s'est produit par le passé. Il y a deux façons de voir le futur, hein. Il y a le futur proche et le futur à plus long terme. À court terme, dans ce qui se passe actuellement, on peut imaginer que le confinement entraîne une pression réduite des activités humaines sur les écosystèmes et les espèces biologiques. Et quand je parle de pression réduite, c'est une pression exercée par les 5 grands facteurs qui sont classiquement identifiés comme à l'origine du changement global et du déclin de la biodiversité par les scientifiques. Ces 5 grands facteurs, c'est un, la dégradation des habitats. Par exemple, quand on détruit une forêt, évidemment, actuellement, si les entreprises sont fermées, on peut imaginer que la surface forestière qui sera perdue cette année sera moindre que ce qu'elle est habituellement.
Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le deuxième grand facteur, c'est la pollution de l'environnement. Bon, bah là, on peut tout à fait facilement imaginer que la réduction des activités industrielles ou même de nos activités au quotidien entraîne une réduction de la pollution. C'est pas forcément évident sur tous les plans. Par exemple, on peut s'interroger de savoir quelles conséquences ça aura l'utilisation du matériel en plastique dans un contexte sanitaire, par exemple. Pour le coup, la consommation est plus importante. Le troisième grand facteur, c'est ce qu'on appelle la surexploitation. Donc, c'est le fait qu'on prélève dans la nature de façon trop importante pour la dynamique des populations des espèces. Du coup, elle décline. Bon, ben là, actuellement, si on s'intéresse, l'exemple classique de surexploitation, c'est la pêche, par exemple. Bon, ben, vous avez sûrement entendu parler de ces témoignages de pêcheurs qui sont coincés au port. Il est probable qu'à court terme, les prises de pêche soient réduites et que ça a un effet bénéfique. Le quatrième facteur, c'est le climat. Donc, c'est l'évolution du climat qui est liée à la pollution de l'atmosphère avec des gaz à effet de serre. Bon, là, malheureusement, à court terme, ni à long terme, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'effets, hein, puisque même confiné, par exemple, on consomme de l'électricité. La production d'électricité a un certain bilan carbone, hein, contribue à l'enrichissement de l'atmosphère en CO2. Voilà, on consomme beaucoup d'outils informatiques, d'outils électroniques. Le bilan carbone lié aux activités électroniques augmente année après année. Je pense qu'actuellement, nos activités, de toute façon, contribuent aussi à la production de gaz à effet de serre. Donc là, je ne crois pas qu'à court terme, il y ait des effets, ni à long terme d'ailleurs. Et puis le dernier facteur, c'est l'introduction d'espèces envahissantes. Bon, mais ça, c'est très lié aux activités humaines, hein. Ces espèces qui sont introduites soit par accident, soit volontairement au cours d'échanges commerciaux, par exemple. Les échanges commerciaux étant réduits actuellement, on peut penser que cette année, il y en aura moins que d'habitude. Donc, ces 5 facteurs-là, on peut imaginer que cette année, ce sera un impact réduit par rapport à ce que c'est habituel. Cela étant, ces 5 facteurs-là ont augmenté de façon croissante sur des décennies, hein, depuis les années 50. Hein. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle la grande accélération, qui montre comment tous ces facteurs-là ont augmenté de façon quasi exponentielle sur des décennies. Et donc, la pause qu'il pourrait y avoir cette année sera probablement mineure par rapport à la tendance générale. Et puis par ailleurs, il y a des choses qu'on peut pas du tout espérer, hein, malgré la pause qu'on vit actuellement. C'est que par exemple, les espèces qui ont déjà disparu ne vont pas revenir. Celles qui n'ont pas disparu, qui sont en déclin, vont peut-être connaître un rebond démographique cette année. En général, on sait aussi qu'un déclin démographique s'accompagne d'une perte de diversité génétique dans les populations d'espèces et qui est plutôt défavorable aux espèces, puisque la diversité génétique est souvent une ressource qui permet aux espèces de s'adapter aux changements environnementaux, par exemple, que la diversité génétique perdue ne va pas réapparaître non plus du jour au lendemain. Et si on considère cette fois les habitats d'espèces, la surface détruite par les activités ne sera peut-être moins importante qu'habituellement, mais les surfaces qui ont été perdues au cours des décennies précédentes ne seront pas récupérées cette année non plus. Et donc, ce qu'on peut espérer pour faire le bilan, c'est qu'actuellement, il y ait un léger mieux, ou plutôt une espèce de pause dans les effets négatifs de nos activités sur la biodiversité en général, que ce soit les espèces ou les habitats. Et malheureusement, cette pause sera relativement éphémère et relativement modeste par rapport aux grandes tendances déclinantes des dernières décennies. J'ai entendu à la télévision que certains chercheurs savaient bien à l'avance qu'il y allait avoir une pandémie vers 2020. Comment ont-ils fait? On entend dire par certains, c'était prévisible, on l'attendait, l'épidémie devait arriver. Et en fait, ce qu'on peut en dire, c'est que cette épidémie-là, ou cette pandémie-là, alors juste un élément de vocabulaire, hein, une épidémie, c'est une maladie qui touche beaucoup de gens, et une pandémie, c'est une maladie qui touche beaucoup de gens à l'échelle planétaire. Et donc, cette épidémie-là, ou cette pandémie-là, en fait, c'est la résultante d'une tendance sur les dernières décennies à une augmentation du nombre d'épidémies. Certains auteurs n'hésitent pas à dire qu'il y a depuis les années 50 à peu près, ce qu'on pourrait appeler une épidémie d'épidémies. Si on suit le nombre d'épidémies qui se produit chaque année, il y en a de plus en plus, avec un plus grand nombre d'agents épidémiques, d'agents infectieux. Donc ça interroge, évidemment, et ça interroge sur les causes. Et comme c'est complètement parallèle à l'augmentation des impacts des activités humaines sur le monde vivant, on peut imaginer très facilement qu'il y a un lien de cause à effet, qui n'est pas forcément facile à théoriser ou à expliquer clairement, parce qu'on ne comprend pas tout, hein, mais on peut au moins réfléchir aux liens possibles.